Bonjour Monsieur Abran, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis Francis Abran et je suis là en tant qu'ancien administrateur de la maison familiale. Donc, de quelle année vous étiez présent à la MFR? Je suis arrivé en 1986. Quand je suis arrivé, j'habitais à Castanet, je travaillais dans les organisations professionnelles agricoles. Et le président de l'époque était un jeune agriculteur que je connaissais et qui m'a dit « Viens voir, on a besoin d'un coup de main, il nous faut quelques bénévoles ». Voilà. 25 ans après, j'étais toujours. Alors, je suis arrivé ici en 1988 et je suis reparti en 1998. La MFR, quand je suis arrivé ici, ça me changeait beaucoup parce que j'abandonnais une maison très très riche d'Arlin, avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup d'élèves, et là j'arrivais avec très peu d'élèves et pas beaucoup de moyens. Alors je m'appelle Laetitia, je suis ancienne élève de la MFR de 1989 à 1993. Je suis maintenant au conseil d'administration. J'ai ma fille aussi qui est passée à la MFR. En début, je suis arrivé en 96 et je suis parti en 2005. J'ai eu ma retraite en 2005. Dans la fonction directeur? De directeur, oui. À l'époque, il y avait, quand je suis arrivé, il y avait 75 élèves. En 96, quand je suis parti, il y en avait 181. Il y a eu quand même une progression importante, hein, avec une progression dans toutes les classes. En arrivant ici, bien sûr, il y avait une formation. Quand je suis arrivé, on avait mis en place la formation CEMA. C'était conduite et entretien de machinisme agricole. Mais ça n'a pas marché. Ça a duré 3-4 ans maximum, on n'avait pas assez d'élèves. Petite anecdote entre parenthèses. À cette occasion, on avait embauché M. Sajous. Oui. Et quand la formation a été fermée, on l'a licencié. Et puis il y avait une formation sociale pour les filles. Ouais, que ça. Alors moi à l'époque, il n'y avait pas le cadet justement, il n'y avait que le BEP, il n'y avait même pas le bac pro, il n'y avait que le BEP sanitaire et social, il y avait l'agriculture. Et après 4e et 3e. Donc tout de suite on a compris qu'il fallait qu'effectivement on développe de nouvelles activités. Alors j'ai connu ensuite la mise en place de la formation élevage canin avec M. Cadet qui a été le porteur de ce projet. Et c'est ainsi que j'ai décidé de suivre le bac pro, de l'ouvrir et de prendre la responsabilité de la filière canine. Et la filière canine, c'était très compliqué parce qu'il fallait créer des liens avec les maîtres de stage, créer des liens avec les structures de la Société Centrale Canine, la Société Canine de Haute-Garonne, la Société francophone de cynotechnie avec le professeur Keignac. Et c'est ce qui nous a valu d'être un pilier dans le monde de la formation en élevage canin. Et quand j'ai eu la réponse positive du ministère de l'Agriculture... Et on a rembauché Patrick Sajous. Et je lui ai dit, tu rappliques tout de suite. Pour conduire à la formation élevage canin. Ici. Alors, si vous voulez que je vous parle un petit peu de Patrick Sajous, il faut savoir qu'il est le premier à avoir été en formation professionnelle dans une école vétérinaire. Pour arriver à trouver un moyen de le faire financer, eh bien, je me rappelle tout simplement, j'ai été à la NPE et j'ai dit, bon, bien écoutez, il va falloir que vous nous proposiez quelque chose. Je vous demande la possibilité de faire rentrer ce jeune homme en formation. On a trouvé le lieu, on a trouvé le maître de stage. Maintenant, il ne reste que vous à nous donner l'autorisation de faire qu'il soit en formation. Oui, mais on ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui a déjà des diplômes, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai dit, mais
Il est au chômage et au bout, il a un emploi. Il a appelé un directeur, on a discuté, puis ça y est, je suis revenu avec son contrat pour qu'il rentre à l'école vétérinaire. Et qu'il a appris dans les bureaux du professeur Keinec à faire son métier de formateur canin. Parce que le professeur Keinec était le plus grand cynotechnicien de France. D'accord. Voilà. Allez, va faire. À l'époque, en 87, j'avais le 4e, le 3e, et puis les BEP service à la personne, ça s'appelait comme ça, BEPA, service à la personne, et puis les canins. D'accord. Canins, et puis canins auxquels se sont ajoutés quelques années plus tard, l'option félin aussi, hein, c'est tout ça. Ça a toujours évolué, ces formations. J'ai acheté ce bâtiment qui est ici, qui appartenait à la commune en 97, et puis on l'a rénové. Puis on a rénové aussi le château, les cuisines, le réfectoire, les salles annexes, c'était des hangars de l'autre côté. Hein. La mise sous tutelle de la maison familiale. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque difficile, il y avait peu d'élèves. On était à 30, 40, 50 élèves les bonnes années, quoi. Donc avec des difficultés pour survivre financièrement. Et on avait été mis sous tutelle par la fédération régionale de maisons familiales. Bon, c'est pas une sanction, c'est une aide pour passer une période difficile. Et on avait été suivi par le président de la maison familiale de Cologne, dans le Gers. Bon, ça l'est sorti. Ensuite, j'ai été directeur de la maison familiale de Cologne. D'accord. Et que là, j'ai connu la même situation, financièrement très difficile. Et c'est le président de la maison de Donneville qui assurait la tutelle de Cologne. Alors, ce qui fait que voilà, ça a fait un croisé. Des aides. Je trouve que c'est une belle anecdote pour montrer que ma maison familiale, déjà, il y a de la solidarité, de l'entraide. Je reviens à ces travaux qu'on a fait sur les toitures, ici, là, pour les annexes. On n'avait pas d'argent et il fallait faire les travaux. Et puis j'ai regardé dans les dossiers, il y avait le père d'une de nos élèves qui était couvreur. Et j'étais le voir, je lui ai dit, on n'a pas d'argent. Je commence par lui dire ça, parce que comme ça il est sûr que j'ai rien à lui donner. Est-ce que vous pouvez nous aider à sauver ces bâtiments? Et il est venu, il a regardé, il a dit, bon, je peux vous accorder une bonne journée pour essayer de remettre cette toiture en place. Mais il me faut une vingtaine de personnes autour. Parce que on n'a pas de moyens, on n'a pas le temps de monter les échafaudages. Donc il faut qu'on fasse une chaîne humaine pour découvrir rapidement la toiture. Et nous, pendant ce temps-là, avec mes 2 ouvriers, on va doubler les pannes. Et il faut que dans l'après-midi, on recouvre tout ça. Quand on a fini en 1 heure de temps de descendre les tuiles, il y a une équipe qui s'est mise tout de suite à nettoyer. Tout le monde est venu avec leurs outils, ils ont nettoyé les tuiles. On n'avait pas d'argent pour acheter des produits pour traiter la mousse. Et bien, on a acheté du pétrole, on a traité ça rapidement. Et c'était l'heure de manger. Et effectivement, j'avais fait à manger et j'ai préparé un plat originaire de mon pays, du riz aux champignons noirs d'Haïti. Et puis, je me rappelle toujours quelqu'un qui à la fin du repas dit « Si c'est toujours aussi bon comme ça, on est prêt à revenir tous les samedis. » Voilà, donc c'était sympa comme récompense. Et ça a donné du cœur à l'ouvrage, puisque à 17h, on avait remis toutes les tuiles en place et le chantier était terminé. Ouais. Une autre anecdote, c'est dans les années 80 également, la finale du championnat de rugby à 13
qui a été joué à Castanet entre toutes les maisons familiales de la région Midi-Pyrénées. Et c'est Donneville qui avait gagné. Et puis on en a aussi, mais en football. Bon, c'était les parties de foot. Ah si, on avait fait un voyage d'études du côté de... sous le bassin d'Arcachon. Ah, et je me rappelle toujours avec Patrick, qui aimait beaucoup le foot. On avait demandé à ce que le club du village nous reçoive et qu'on fasse une partie de foot. Je me rappelle toujours avec Patrick. Il jouait, moi aussi je jouais, parce que l'équipe, on avait des bras cassés complètement, des gens qui avaient que des pieds gauches à l'équipe, donc pas moyen de gagner. Eh bien, le match commence, je prends une balle, je glisse à Patrick qui fonce, il marque un but. Eh bien, on a perdu le match 13-1, parce qu'après on a pris 13 pions.